Femme engagée et inspirante, elle a consacré une grande partie de sa vie professionnelle à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement en Afrique. Ancienne directrice Afrique de l'Ouest de WaterAid, elle y a passé 18 ans et est devenue une figure emblématique dans le plaidoyer pour ses droits humains fondamentaux dans la région. De Oxfam à WaterAid, où elle a pris sa retraite en mars 2023 en passant par IED. Au fil des années, Mariam est devenue une personnalité influente dans le monde de l'eau en Afrique. Elle a travaillé avec des gouvernements, des organisations de la société civile, des partenaires du secteur privé et des communautés locales pour sensibiliser les gens à l'importance de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Elle a également été impliquée dans des projets qui ont eu un impact significatif sur la vie des populations locales, notamment en matière d'infrastructures sanitaires et de développement économique. Mariam est connue pour son style de management collaboratif et axé sur l'écoute. Elle est décrite comme une personne humble, charismatique et qui inspire confiance. Elle a un don pour créer des équipes solides et unies où chacun se sent valorisé et respecté. Mariam est une panafricaniste convaincue et a rencontré de nombreuses personnalités politiques africaines tout au long de sa carrière. Elle est également reconnue comme étant une femme fortement ancrée dans sa culture et sa religion, ouverte au monde et aux autres cultures. Elle est passionnée par les droits humains et civiques. Elle est décrite comme joyeuse, comique et très exigeante dans son travail. Mariam Deme, bienvenue dans cette conversation initiée, produite et réalisée pour le compte de WaterAid. Merci Zubida. Merci à toi. Alors, je pense que tu as fait un excellent survol de ce que je suis. Et c'est tout un plaisir de retrouver la jeunesse. C'est flatteur pour moi, je crois. Si je vous disais mon âge, vous saurez que vous êtes la jeunesse. Et oui. De voir vraiment cette initiative d'une femme engagée, que je vois en vous, qui a créé cette initiative afin d'amener une diversité de femmes dans divers secteurs, avec diverses cultures et certainement de divers horizons et pays, à partager un peu leur vécu, parce que je pense qu'il est absolument important que les jeunes générations s'imprègnent de l'histoire de ceux qui les ont précédés, de ceux et celles qui les ont précédés. Mais ici, on parle des femmes. Oui, exactement. Voilà. Oui, exactement. On parle des femmes, on parle de femmes inspirantes et on parle de toi, Mariam. Tous les retours que j'ai eus de WaterAid, et d'ailleurs, c'est ce qui a déclenché ce besoin qu'ils ont eu de dire cette parole-là, on doit la sauvegarder, on doit la partager en tout cas au sein de tous les WaterAid pour que cette voix de Mariam, même si elle est partie à la retraite, continue à être entendue, son engagement compris et que son travail puisse être poursuivi par les générations qu'elle laisse en fait sur le terrain. Et comment tu arrives à fédérer autour de toi dans cet engagement? Comment tu en es arrivé à ce niveau d'engagement-là, mais surtout ce niveau de reconnaissance que les gens autour de toi ont envers ta personne? Zubida, je disais tout à l'heure que Kine Fatim, qui est une membre de mon équipe, en fait, était, parce que je ne suis plus à la tête de la région pour WaterAid, est généreuse. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas faire des équipes fortes si vous n'avez pas aussi des individuels, des membres de votre équipe qui partagent votre vision et qui ont aussi l'écoute. Et je crois que j'ai eu cette chance. J'ai eu la chance d'avoir des personnes de qualité à tout point de vue, professionnellement, techniquement fort, mais aussi qui avaient cette humilité de savoir que bon, il y a comme on dit chez nous, chez les Halpulaar, la personne qui vous a devancé dans la case vous dira de faire attention au poteau central. Donc je crois que ça fait que c'est ça qui fait de grandes équipes en réalité. C'est vrai, il faut un bon leader qui sait écouter. Pour moi, ça c'est le plus important. Quelle que soit votre compétence, si vous ne savez pas écouter, si vous ne savez pas parler aux gens, si vous ne savez pas les motiver pour que ces personnes-là voient leur travail
à travers leur travail, qui sont en train d'avoir un impact sur un plus grand nombre, en fait, bon, vous allez, les gens vont travailler, hein, ils vont faire le rôle que vous avez, mais ils vont pas le faire avec et la tête et le cœur. Et pour moi, ça c'est important. Vous pouvez avoir une personne qui est techniquement au top, très forte, mais qui n'a pas cet engagement, qui ne met pas le cœur, au-delà du boulot que je fais, du travail que je fais, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et pour moi, c'est la personne que je vois derrière. C'est-à-dire que quand dans ce travail, aussi bien à Oxfam qu'à WaterAid, et dans ma vie de tous les jours, je vois dans mon interaction avec les autres, qu'est-ce que je peux apporter et qu'est-ce que je suis en train d'apporter aux autres. Oui. Et qu'est-ce que je peux prendre aussi de ces personnes. Et moi, ça me donne envie de te demander, Mariam, du coup, parce que on entre dans tes valeurs, dans ce en quoi tu crois et de comment tu fais en sorte de les mettre en place les unes après les autres. Je vais te demander, si tu devais te définir, qu'est-ce que tu dirais de toi? Qui es-tu? Merci. Alors, je me définis toujours, et il y a d'ailleurs une petite anecdote sur ça, quand je rencontrais l'ancien ministre de l'eau du Niger. Je me définis toujours comme une Africaine d'origine sénégalaise. Pour la simple raison que je suis sénégalais Halpulaar, et vous savez, le Fouta, c'était pas seulement le Sénégal, hein. Vous avez le Fouta Massina, vous avez le Fouta Toro, et puis vous avez la partie en Mauritanie. Et il s'est trouvé que ma famille, depuis mes grands-parents, ils ont été dans ces 3 pays. Mon grand-père avait suivi, mon arrière-grand-père avait suivi El Hadj Omar dans son djihad et est resté au Mali. Et mon grand-père paternel est né là-bas. Et il a fait ses humanités coraniques là-bas. Donc, mon grand-père maternel était au Fouta, il fut maire de Matam, Cheikh Fadel Khan. Donc, j'avais aussi une partie de la famille qui était en Mauritanie. Et mon père a épousé, les 4 épouses de mon père, une est venue du Mali, une de la Mauritanie, même si elle était Halpulaar et une parente, et les 2 étaient sénégalaises, dont ma mère qui était la première épouse et qui était Halpulaar de la même région que mon papa. Et donc après, la 4e était Lébou. Donc vous voyez, donc c'est pour ça que je ne peux pas me définir par rapport seulement à un pays. Mon père a vécu au Mali, en Côte d'Ivoire, etc. Moi-même, je suis née en Côte d'Ivoire, à Bingerville. Et même si j'ai quitté très tôt, je pense mes parents ont quitté quand moi j'avais 6 mois, 7 mois, mais quand même, je suis née là-bas, je suis née à Bingerville. Et dans le cadre de mon travail, j'ai eu à aller dans différents pays, de la sous-région principalement, mais aussi à parcourir un peu le monde, là où on avait des programmes, soit de Oxfam, soit de WaterAid, voilà. Ouais. Donc, je suis aussi une femme fortement ancrée dans sa culture, mais pas seulement la culture Halpulaar, hein, comme j'ai dit, c'est un mix. Ma grand-mère est saint-louisienne, mais mon père a tenu. J'ai pas été élevée par mes parents. J'ai quitté mes parents quand j'avais 5 ans, mais mon père a tenu à ce qu'on connaisse le Fouta, qu'on comprenne le Fouta, qu'on voit les gens comme ailleurs. Je crois qu'il l'a fait parce qu'il était le premier de sa famille à aller à l'école française. Oui, oui. Donc, et ça, je pense qu'il voulait qu'il y ait un lien entre nous. Bon, d'ailleurs, les autres, ses aînés, la plupart de nos cousines n'ont pas été à l'école française. Donc, je crois qu'il tenait à
à nous montrer. Et lui, il a décidé de mettre ses filles à l'école, ce qui n'était pas aussi... Et les garçons et les filles. Oui, les garçons et les filles. C'était pas quelque chose de commun à l'époque. Mais il a tenu à le faire. Donc, pour en revenir donc à ces valeurs, c'est-à-dire vraiment une femme ancrée dans ses racines qui sont faites de diversité. Je suis aussi une femme une militante qui croit à la justice, à l'égalité, parce que je pense que cela vient d'ailleurs de Dieu. Et malheureusement, les sociétés ont transformé ces relations où on pense que, bon, entre les castes, entre les ethnies, entre d'un point de vue du genre, oui, il y a une classification. Je pense aussi que selon d'où on vient, où on vit, on n'a pas les mêmes chances, les mêmes opportunités. Et je trouve que c'est pas juste. Oui. Donc, toute petite, je me suis toujours intéressée à pourquoi telle personne n'a pas... J'avais de la chance d'avoir des parents qui avaient les moyens pour subvenir à mes besoins, et tout. Je mangeais à ma faim, etc. Mais de voir qu'il y avait d'autres enfants qui n'avaient pas ça. Donc, déjà, ceux qui allaient à l'école française avaient été, parce qu'ils avaient cette formation et parce qu'on a un système qui est bâti autour de ça, ils étaient privilégiés déjà. Donc, mon père faisait partie de ces privilégiés. Bon, voilà. Donc, je crois vraiment à la justice et à l'égalité des personnes. Je pense aussi que, en plus de la diversité dont j'ai parlé, je pense aussi la question de l'humilité. Je pense que c'est très important. Et il y a tellement d'exemples dans notre société où on a vu, en fait, tous les grands hommes et les grandes femmes en réalité ont été des personnes humbles, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan intellectuel, etc., sur le plan culturel. Toutes les personnes auxquelles je pense, si je prends l'exemple des grands marabouts que nous avons eus, les Mambamba et les Mamou de Mali, et la Jomar, etc. Si on prend aussi au niveau des intellectuels, si on prend les Cheikh Hamidou Kane, et avant ça, les Cheikh Anta Diop, etc. C'est tous des personnes qui ont été d'une certaine humilité, qui sont mis au niveau des personnes avec lesquelles elles étaient en relation. J'y crois fortement. Je crois que... Oui. Et du coup, des valeurs que tu as décrites tout de suite, de ce en quoi tu crois, comment tu en arrives à... Parce que moi, je reprends. Ce que je veux dire, c'est que déjà, quand tu es né de plusieurs cultures différentes, appartenant à plusieurs pays, on va dire panafricaines d'origine sénégalaise, pour moi, ça fait totalement sens de se retrouver à travailler, on va dire, à l'international. Mais est-ce que c'est aussi évident que ça? Parce que je crois que j'ai considéré que c'était évident, mais je n'ai pas posé la question pour savoir si ça l'était réellement. Ce besoin, cette appartenance, est-ce que cette transition, comment ça se fait? Comment on en arrive au milieu des organisations internationales? Est-ce que ça trouve racine dans ce que tu es et ce que tu as décrit, ou c'est un autre concours de circonstances ou un autre choix? Pas toujours, parce qu'il y a eu des personnes qui sont dans les structures internationales qui peut-être n'ont pas connu cette, comme j'ai dit, diversité de culture. Je crois qu'il y a en fait, ce qui s'est passé dans mon expérience à moi, c'est... j'ai eu l'opportunité vraiment de faire un travail, de commencer par de faire des enquêtes, de contribuer à des études, soit des organismes. J'étais recrutée des fois depuis étudiante, comme enquêtrice, etc. Et ça m'a permis un peu d'aller dans différentes zones du pays. Ça, c'était au Sénégal. Mais aussi, j'étais engagée au niveau politique, puisque j'étais une militante de gauche et j'étais dans des organisations. Et ça s'entend.
Bon, je sais pas. Ça s'entend. Et donc, je pense que ça fait que donc j'étais toujours dans des milieux différents, dans des milieux variés, et ça a beaucoup construit mon expérience. Oui. Je comprends ça. Et comment tu en es arrivé du coup à travailler dans l'eau particulièrement? C'est une question très intéressante. Oui. C'est parce que je dis, c'est pas un hasard. Déjà quand j'étais à Oxfam, où j'ai commencé comme responsable de programme au niveau du Sénégal, je m'occupais en fait du milieu urbain et d'une zone rurale. Il y avait une fédération qui était du Nord, et comme j'avais la langue, on m'avait demandé, il y avait quelques soucis et quelques problèmes avec cette fédération, on m'avait demandé, en fait moi j'ai demandé à m'occuper de cette fédération, parce que je disais, bon, on était sur le point vraiment de les laisser tomber. Et quand je suis allée, j'ai vu le besoin qu'il y avait pour cette fédération-là. Les gens étaient vraiment démunis. C'était des agriculteurs, c'était des pêcheurs. Avec les barrages, il n'y avait plus le poisson. Difficilement, donc, la plupart d'entre eux, d'ailleurs, s'étaient reconvertis en agriculteurs, mais bon, ils ne savaient pas très bien le faire. Il y avait un problème d'eau, l'accès à l'eau pour ces terres, pour les terres, pour qu'ils puissent cultiver, etc. Donc, le fait d'aller là-bas et de voir qu'il y a eu des villages où on creusait, dans le cas des puits de 60 mètres, et on n'avait pas l'eau. Dans le département de Podor, notamment dans la zone du Lao, dans le Haïré Lao. Et quand je voyais que à Dakar, j'ouvre le robinet, j'ai l'eau. J'ai dit, mais c'est incroyable que dans un même pays, on a cette réalité-là qui est là, et que ces gens-là... Donc, ces diverses expériences que j'ai eues ont fait que, j'ai postulé... pour en revenir à mon travail, comment je suis venue dans l'eau. Dans l'eau. On m'avait demandé de faire une étude c'était une institution qui était basée à Londres, et il y avait un ancien collègue qui était devenu un frère pour moi, un Britannique, et c'est IIED. À la base, oui, c'était IIED, effectivement. Voilà, donc... Ils étaient sur le plan de concevoir un programme qu'ils appelaient Global Water Initiative, un programme mondial, une initiative mondiale pour l'accès à l'eau et l'assainissement et l'hygiène. Et donc, ils voulaient avoir des situations des pays. J'étais au Sénégal, il m'a demandé de le faire. Et en lisant les documents, en discutant avec le personnel du ministère de l'hydraulique, en allant au niveau des départements, au niveau des structures régionales de l'hydraulique, etc., en discutant avec les communautés, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas très bien mon pays et la réalité qu'il y avait dans ce pays, et que je ne connaissais pas, et cela je l'ai fait c'était en 1987, 88, et je me suis rendu compte donc que la question de l'eau était une question éminemment politique. Oui. Avec des inégalités, sans vouloir t'interrompre, vas-y. Criarde. Oui. Criarde. Entre le rural et l'urbain, mais même dans l'urbain, vous avez l'urbain et le périurbain. On est d'accord. Mais entre les différentes zones aussi, parce que vous allez dans le Ferlo, bon, c'est sec, le coût d'accès à l'eau va être beaucoup plus élevé. Mais aussi entre les hommes et les femmes. Exactement, parce que les inégalités ne sont pas seulement géographiques. Pas du tout. Oui. C'est aussi des inégalités de genre. Totalement. Parce que je ne t'apprends rien. C'est qui va chercher l'eau, qui a besoin de l'eau, c'est les femmes. Qui gère les familles, qui fait la cuisine, encore les femmes, qui prépare la nourriture, qui lave les enfants. C'est comme d'habitude. Donc, c'était elle aussi qui allait chercher l'eau. Et donc, d'ailleurs, il y a une image qui m'est restée dans la tête en 2014.
parce que quand j'étais à Oxfam, j'ai commencé en 1990, j'allais souvent dans le Nord. Et donc, parce qu'on avait des programmes, et donc un de ces programmes était l'accès à l'eau. Mais en 2014, j'étais à WaterAid. Et on n'intervenait pas au Sénégal, j'ai dirigé le bureau régional. Mais on avait AMREF, Sénégal, qui nous avait demandé, ils avaient un programme au niveau du Nord, notamment du département de Matam, et il y avait des problèmes de potabilité de l'eau, des puits qu'ils avaient fait. En même temps, ils avaient un programme d'hygiène. Puisque nous, on avait une expérience beaucoup plus grande dans ce domaine, ils ont demandé qu'on les appuie. Et donc, j'ai tenu à aller avec le collègue qui allait s'en occuper, à aller avec le collègue qui devait s'en occuper. Et j'ai vu l'image d'une femme Peul sur une calèche avec la chambre à air remplie d'eau. Et j'ai dit, mon Dieu, je pensais que ça, c'est une image que je ne verrais plus parce que je l'ai tellement vue, cette image-là. Donc, elle parcourait des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et donc, trouver tous les moyens de stockage pour pouvoir, une fois de retour à leur zone, pouvoir rester quelques jours avec. Oui. Oui. C'était toujours là en 2014. C'est toujours là. J'ai été dans le Tamba, dans la zone de Kédougou en 2019 et c'est la même réalité aussi que je vois. Comment on travaille dans ces conditions-là? Parce qu'il y a quelque chose qui, allez, ça va être exagéré, qui ressemble un petit peu au mythe de Sisyphe, de devoir tout le temps pousser et de se rendre compte que malgré les années, malgré tout le travail sur le terrain, il y a des choses qui n'ont pas beaucoup bougé. Sur quoi on choisit d'agir et comment on se sent, comment on le vit? On le vit difficilement. On s'interroge sur les approches qu'on a utilisées et on se demande, en fait, moi ça a renforcé ma conviction que ce sont les populations, c'est les hommes et les femmes, les jeunes filles et les jeunes hommes qui vont changer leur situation, qui vont construire leur pays, qui vont changer leur communauté de façon de vie, etc. Et que donc, ça doit être le point de départ. Exactement. Et ça me refait penser à la conversation avec Mariama Touré, où elle disait en fait que la manière dont les questions de genre sont posées, en fait, je la paraphrase, participe au problème, parce que c'est beaucoup plus complexe que toutes ces directives qui viennent d'en haut sur une certaine manière de fonctionner et faire des choses, alors que les résultats, les solutions doivent être trouvées ou cherchées de manière endogène et mises en place. Et du coup, tu as travaillé énormément, on va dire, avec les acteurs locaux, les acteurs politiques et même des personnes ressources. Comment tu faisais concrètement pour faire en sorte de fédérer autour de ces projets-là, espérant avoir un résultat? Et tu en as eu, peu importe la montagne de travail qu'il y a encore à faire, il y a eu des résultats. Comment tu faisais pour faire en sorte que tous ces acteurs-là puissent travailler ensemble et que les questions soient posées, partent du milieu pour qu'on y trouve des solutions plutôt que de venir de l'extérieur? D'abord, c'est d'en faire. Je dois d'abord dire que je suis entièrement d'accord avec Mariama Touré. Et j'ai même, juste avant de venir, de répondre de manière précise à ta question, j'ai une anecdote sur ça. Dans le programme de Oxfam à l'époque, on avait un revolving fund, un crédit. Revolving, je ne sais pas le nom en français non plus. Rotatif. Qu'on donnait à la fédération, à une fédération rurale. Et dans cette fédération, on avait dit spécifiquement on va le donner aux femmes parce qu'on avait vu qu'elles étaient en majorité le pilier des familles. Et donc la présidente de l'association des femmes qui était dans cette fédération, quand elle a reçu son crédit, et bon, quelques mois plus, bien sûr, on faisait le suivi pour voir un peu comment c'était utilisé, etc. Et donc, quand je suis venue avec les collègues responsables de ce projet-là et tout, je posais des questions, je disais, mais comment tu as utilisé ton argent? Elle m'a dit, Mariam, je ne veux pas te mentir, l'argent, je l'ai divisé en 3. J'ai dit en 3 pour faire quoi? J'ai donné une partie à mon mari. Mon mari était un pêcheur. Il n'arrive plus à trouver du poisson.
Donc, c'est comme s'il ne peut plus faire son métier, exercer son métier. Mais il s'est reconverti en quelqu'un qui tisse les filets de pêche. Donc, il achète le fil, etc. Je lui ai donné un tiers pour qu'il achète du fil et qu'il fasse ça. Il dit, j'ai une coépouse. Je suis la première femme, je suis la responsable de l'association des femmes de cette fédération. Vous m'invitez à des réunions, je vais à des séminaires. J'ai mon activité commerciale. Donc, ma coépouse, c'est elle qui reste à la maison, qui gère mes enfants, qui prépare quand j'ai une réunion, etc., même si c'est moi qui devais le faire. J'ai pris l'autre tiers, je lui ai donné. C'est magnifique. Et ça a fait un choc dans ma tête, parce que je me suis dit, c'est-à-dire la première analyse que j'aurais faite, c'est que oui, bon, on n'a pas cet argent-là, c'était pour elle. Elle devrait l'utiliser dans ce qu'elle avait, dans son activité à elle. Oui. Mais c'était très stratégique ce qu'elle avait fait. Totalement. Elle-même avait décidé, parce qu'elle connaissait la situation de sa famille, mais elle voulait aussi aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, elle avait besoin de l'appui et de son mari et de sa coépouse. Et en fait, c'est ça fait un développement. C'est-à-dire, on doit repenser le genre en pensant famille. Oui. Et les problématiques. Les problématiques endogènes. Exactement. Et à travers quoi? Donc, je viens à la question. Pour moi, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Ce sont les personnes qui sont à la base, qui veulent parce qu'on pense souvent on vient les aider. Non, c'est des personnes qui sont déjà des hommes et des femmes qui sont déjà en train de trouver des solutions à leurs problèmes quotidiens. Donc, avec certaines ont plus de chance que d'autres, mais ce ne sont pas des personnes restées. Et c'est des personnes aussi qui ont des connaissances. Donc, quand on vient pour moi, c'est d'abord de pouvoir faire l'analyse du problème avec ces personnes-là, ces hommes et ces femmes. Parce que la lecture aussi, selon le genre, selon l'âge, selon le milieu, quand on est pastoraliste, quand on est agriculteur, c'est différent quand on est artisan. Donc, cette conversation, comme la conversation que nous sommes en train d'avoir, permet de voir vraiment c'est quoi les problèmes, c'est quoi eux, ce qu'ils pensent être le problème. Et on commence maintenant à réfléchir aux solutions. Et nous, les techniciens, les personnes qui ont un certain niveau académique, qui ont une certaine expertise, ces personnes-là viennent aussi avec leurs idées. Et on regarde tout ça ensemble pour voir comment ça peut vraiment aider, appuyer des personnes, non pas à régler le problème d'un jour, d'une semaine, mais à pouvoir s'épanouir, pouvoir plus tard aller d'elle-même. Parce que moi, je pense que les ONG internationales ne devraient pas intervenir autant dans nos pays. Oui, et c'est intéressant parce que justement, je voulais faire ce lien-là. Cet interventionnisme. Et venant de toi, c'est encore plus intéressant parce qu'on a des modèles qui sont importés, on a des... Je ne sais pas si je peux le dire de cette manière, mais je vais le dire quand même. On a des États qui ne sont pas aussi forts, on n'a pas de l'égalité territoriale. Pourquoi? Moi, j'ai une idée d'une piste de réponse, mais je ne suis pas Mariam. Sinon, ce serait moi qu'on interviewerait, mais ce n'est pas le sujet. Je suis sûre que votre réponse est aussi pertinente, peut-être, sinon même plus que ce que je vais dire. Mais comme tu dis, je pense que il faut relativiser, à mon avis, parce que je crois que pendant quelques années encore, on va avoir besoin des organisations internationales, des ONG internationales. Et je pense d'ailleurs que c'est tout à fait normal dans un certain sens parce qu'il y a eu un très grand changement, il y a eu une très grande évolution dans ces organisations. Moi, les Oxfam et WaterAid que j'ai connus, c'est des organisations où vous avez des africaines, où vous avez des Asiatiques, hommes et femmes, où vous avez aussi, oui, des Européens. Maintenant, ces organisations sont d'origine
occidentale. Totalement. Les fonds, pour l'essentiel, viennent de l'Occident. Mais pour moi, tant que les programmes qui sont mis en œuvre, les stratégies qui sont développées, sont construites par ces personnes, ces Mariam Dem et ces autres personnes qui sont dans les pays où l'ONG internationale intervient, il n'y a pas de problème. Je comprends. Maintenant, à mon avis, elle ne devrait pas avoir énormément d'espace. Je suis d'accord. Elle devrait même jouer un autre rôle. Et c'est une réflexion que nous avons eue parce que juste avant que je ne quitte WaterAid, mon dernier poste a été un poste de responsable des projets mondiaux. Et un des projets, c'était de repenser la relation nord-sud au sein de notre institution. La relation blanc, noir, etc. Depuis ce qui s'est passé avec George Floyd. Il y a eu toute une réflexion sur le racisme au niveau de WaterAid. Et donc, un des projets dont je m'occupais, c'est aussi la question de pouvoir. Oui. Qui a le pouvoir dans ces organisations-là? Et donc, ça va continuer. Il va y avoir une étude qu'on va faire, mais avec deux autres collègues, j'ai contribué à concevoir un peu cette réflexion pour qu'on voit un peu comment on peut avoir des organisations endogènes, fortes, et que l'organisation occidentale, disons, joue un rôle tel que la levée de fonds, par exemple. Oui. Parce que, qu'on le veuille ou non, la richesse matérielle n'est pas dans nos pays. N'est pas dans nos pays. J'entends parfaitement. Et du coup, c'est intéressant cette réflexion que tu as, cette perspective. Est-ce que c'est après autant d'années passées dans les ONG à les étudier de l'intérieur que cette question se pose, ou déjà fondamentalement tu te disais quelque part que leur intervention, en tout cas sur certains domaines dans nos États, devrait être limitée? Est-ce que ça vient avec l'expérience, ça, cette réflexion-là? C'était dès le départ, moi j'ai toujours pensé que nos pays doivent être construits par femmes de gauche. Doivent être construits. Décoloniales. Les pays doivent être construits oui. par ses fils, ses filles, oui. quel que soit leur genre, quel que soit exactement. niveau. Mais, parce que justement, on n'est pas en vase clos, j'ai toujours aussi pensé qu'il y a une solidarité à construire. Totalement. Totalement. Et donc, c'est là où je vois le rôle des ONG internationales. Et c'est pourquoi j'ai toujours pensé et travaillé dans ces organisations internationales, les ONG internationales dans lesquelles j'ai travaillé, à ce que cette diversité-là soit acceptée, valorisée et qu'elle porte la conception des stratégies qui sont mises en œuvre et des programmes qui sont dérivés. Et cette analyse et ce recul que tu as par rapport à l'intervention des ONG, il y a aussi un aspect que je t'ai entendu évoquer une fois, et cet aspect-là, c'était cet aspect purement capitaliste aussi, de pouvoir attendre un retour sur investissement, de pouvoir avoir une logique entrepreneuriale dans les ONG. Et ça rejoint un point avec Ndeye Marie Fall qui disait que heureusement qu'elle a quitté l'UNESCO quand on a commencé à appeler le personnel ressources. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à se dire que ce truc-là, ça ne me convient plus. Et il y a ce côté-là aussi qu'on voit de plus en plus. Aujourd'hui, on est beaucoup sur du retour sur investissement, on est beaucoup sur de la rentabilité, entre guillemets, que ce soit qu'elle soit financière ou en termes d'impact. Il y a beaucoup d'attentes qui ne sont pas forcément calibrées avec, on va dire, ce qu'étaient les ONG ou ce qu'elles ont pu penser être. Parce que fondamentalement, je ne pense pas qu'elles ont toujours été de manière totalement dans une non-rentabilité, en fait, juste dans l'aide. Non, tout à fait. Et je pense que la réponse que vous avez reçue, elle a parfaitement raison. Je pense que pour moi, j'ai quitté d'ailleurs Oxfam parce que quand j'ai vu moi-même en 2005 qu'on parlait de business approach et qu'il fallait, avoir un retour sur l'investissement, même si on le présentait comme quelque chose qui doit aller aux personnes qu'on est en train d'appuyer, je ne me suis pas sentie, et la plupart des personnes
seniors qu'on recrutait, notamment pour diriger les régions et tout, venaient de ce milieu-là. Ouais, de l'entreprise. De l'entreprise. Oui. Donc, j'ai dit, j'ai quitté. Donc, je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas penser rentabilité dans le sens de vous mettez 100 francs, vous vous attendez à avoir 150, 125, ça dépend. Oui. C'est pas ça. Et je crois que on ne peut pas travailler sans penser à quel impact. On est d'accord. Parce que si on s'investit, et l'argent n'est qu'un aspect là-dedans, c'est un élément seulement. C'est pas, malheureusement, souvent les gens pensent que l'argent c'est tout. Mais la réflexion, l'interaction, tout ça contribue à la transformation des situations, des personnes qu'on veut la meilleure. Oui. Les meilleurs. Donc, de ce point de vue, pour moi, effectivement, on ne peut pas dire qu'on va mettre le temps de personnes, les efforts de tant de personnes, y compris des personnes qui sont appuyées, l'argent, entre autres, etc., sans pour autant réfléchir et mesurer. Hein, même si le terme peut être... Est-ce qu'on est en train d'avoir un progrès qui satisfait les personnes qu'on appuie? Ça, c'est légitime. On est d'accord. Et en parlant d'impact, et pour en revenir à ce qui te parle le plus, c'est-à-dire l'impact réel au niveau des populations, de toutes ces politiques qu'on met en œuvre, de toutes ces données qu'on reprend, si tu devais analyser l'impact que ce travail, ton travail, et celui des personnes avec lesquelles tu as pu collaborer, comment apprécierais-tu en fait en termes d'impact sur les communautés locales, comment ces personnes ont accueilli ce travail-là, sur les zones où tu es intervenu, dans les différents pays, etc. Si tu devais faire un bilan de ça, qu'est-ce que tu en retiendrais? Pour simplifier ma question. Ouais. Alors, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit par rapport à cette question, c'est qu'on a eu des leaders qui ont émergé. Ouais. Et ça, c'est magnifique. Parce que je pense que c'est ça, en fait. Si on a des leaders qui sont dans leur communauté, qui font des choses, ça déjà, c'est un exemple. Parce que nos sociétés fonctionnent aussi à l'exemple. Oui. L'exemplarité est importante. Oui. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est un aspect. 2, je pense que ça permet aussi, ça fait un levier de transformation au niveau de ce leader-là ou cette leader-là, au niveau de la famille, de la communauté proche, du voisinage, etc. Exactement. Donc, c'est différents impacts. Donc, ça, c'est le leadership. Oui. Je pense qu'un des grands impacts, c'est que... faire émerger des leaders. Oui. La deuxième chose, c'est l'organisation. Oui. Il y a toujours eu une organisation dans nos sociétés, c'est pas ça. Mais une organisation beaucoup structurée, où on ne dit pas que parce que c'est tel, son père a toujours été, cette famille a toujours été la famille qui dirige. Totalement, oui. Qu'on lui donne, non, qu'on se base sur la compétence, la disponibilité, certaines valeurs, la personnalité, parce que pour que on dit donc on aide les personnes à s'organiser. Par exemple, il y a quelque chose, je pense que nous n'avons pas réussi, dans mon expérience à moi, à vraiment asseoir cela. Et c'est partout, hein, pas seulement au Sénégal, Burkina Faso, Mali. Dans les associations à la base, une fois qu'on a mis en place un bureau, qu'il y a des présidents, c'est comme si c'est ad vitam aeternam. Mais Ngour de Fener, désolé, ça devait être complètement en français, mais voilà. Régner, c'est doux, hein. Mais ça, c'est un problème, parce que on en arrive à se penser indispensable. Totalement. Et c'est ça le drame. Et comment on déconstruit cela? Parce que dans l'approche, quand vous cherchez à faire, dans vos programmes, quand vous cherchez à faire émerger des leaders, quand vous cherchez à construire des communautés fortes qui soient basées sur les compétences des hommes comme celui des femmes, tout ça, est-ce qu'il y a des tips? Est-ce qu'il y a une manière de construire cela? Est-ce qu'il y a une manière aussi de déconstruire ce règne on va dire, du roi tout-puissant? Il y a, c'est à travers des formations qu'ils ont faites. Par exemple, nous, on faisait des formations genre adaptées au milieu rural, à travers des conversations, en utilisant juste la langue. Oui. Comment la langue était sexiste, etc. Et à leur faire
comprendre cela. Mais à mettre ça à côté d'eux, maintenant, quand on regarde le rôle que cette femme-là qu'on dit dans mon Fouta, c'est le Jom Soudou, c'est la propriétaire de la chambre, et puis vous avez le Jom Galle, le propriétaire de la maison, le chef de famille. Oui, totalement. Donc, quand vous avez, par exemple, une famille où vous avez une mère veuve qui est chef de famille, qui est là, ça ne tient plus. Hein. Ça ne tient plus. Elle est la Jom Galle. Oui. Donc, ça, c'est ces formations. Et puis aussi, l'alphabétisation. Des formations qui sont basées aussi sur le savoir endogène pour pouvoir recueillir ça et réfléchir avec eux sur ça, avec des populations sur ces questions. Je prends la question de l'assainissement de l'hygiène. Aussi loin que remontent mes souvenirs, mais on balayait nos quartiers, nos rues étaient propres parce que il y avait un système qui existait, qui était que on ne balayait pas seulement devant chez soi. On balayait toute la rue. Totalement. C'était ça. Et on avait honte de salir parce qu'il y avait eu des personnes qui avaient fait un effort pour que ça soit propre. Totalement. On doit se demander comment on en est arrivé à ce que cela est disparu, généralement parlant. Ça existe toujours mais qu'on n'ait plus ça, que y compris dans les villages aujourd'hui, vous allez trouver des rues pas propres et personne ne s'en indigne des ordures qu'on jette n'importe où, etc., etc. Donc, voilà, c'est formel. Mais aussi, c'est les aider à avoir une expertise qui les mette dans le monde formel ou prenons la comptabilité, par exemple. Si vous avez une activité de petit commerce, vous avez besoin de savoir. Mais si elles ne savent pas, bien sûr, elles l'ont dans la tête. La femme qui fait son petit commerce, elle l'a dans sa tête. Mais c'est de l'aider aussi à savoir que l'investissement que tu as fait, qui te permet d'avoir ça, il te faut reconstituer ton capital si tu veux que ça continue. Etc. Donc ces formations-là qu'ils n'ont pas, ces populations, leur donner ces formations, c'est aussi donc le développement, c'est ça qui permet de créer de nouvelles règles au niveau des associations, c'est que c'est la compétence, et la compétence, elle n'est pas que technique, c'est aussi la compétence à diriger les gens, à leur parler, à les écouter, à comprendre leurs problèmes, mais aussi à être ferme quand on veut utiliser les biens du collectif pour soi. Oui. Et en revenant à l'eau et à l'assainissement, dans les faits, c'est une affaire de femmes. C'est une affaire de femmes, mais la décision n'appartient pas aux femmes. Les décisions à prendre dans nos localités, dans les zones rurales, périurbaines et même urbaines, n'appartiennent pas aux femmes sur les politiques à mettre en œuvre ou sur comment on peut faciliter cet accès-là. Du coup, comment réussit-on, en reprenant cet exemple de Jom Soudé et Jom Galle, comment réussit-on à repositionner les femmes comme soit décideurs ou coopérants sur la question, les remettre au centre, en tout cas les remettre au centre de la question de l'eau, et comment en tant que femme se positionne-t-on au milieu de cette question-là dans des milieux où ce n'est pas la parole de la femme qui est attendue sur les politiques. Je ne sais pas si ça va, mais oui, c'est surtout... Okay, je comprends, voilà, je comprends. Alors, je dois juste peut-être reformuler cette question-là. Oui. En fait, ce que tu as dit, que la question de l'eau est une question des femmes, et des jeunes filles et des jeunes garçons. Oui. Parce que les femmes et les jeunes, d'habitude, on les met dans le même genre. Voilà. Parce que les jeunes garçons, par exemple, souvent ont eu à aller puiser. Tous les jeunes garçons. Tous les jeunes garçons pour leur maman, etc. Mais c'est pour ça, je pense qu'on ne peut pas regarder la question de l'eau comme une question à part comme ça. D'une manière générale, d'ailleurs. Il faut avoir une approche holistique du développement. Vous ne pouvez pas penser l'eau, l'accès à l'eau, sans penser aux relations sociales entre
les différentes composantes de la société et entre les hommes et les femmes de manière particulière, spécifique. Donc, je crois que ce que nous avons essayé de faire au niveau de WaterAid, et certainement que d'autres organisations aussi font, c'est de montrer d'abord quels sont les différents rôles autour de l'eau. Qui utilise l'eau? Qui gère l'eau? Qui décide? Et donc, quand on a tous ces éléments, et les rôles, les différents rôles que les uns et les autres ont, les gens se rendent compte, en fait, que les femmes doivent être au centre. Puisque, en tant que ça soit pour l'usage ou pour la protection ou pour la collecte, etc., elles sont partout. Oui. Maintenant, la question, c'est que malheureusement, ce n'est pas ça qui décide de la relation au niveau du foyer, au niveau de la communauté. Totalement. Donc, c'est pour ça, c'est pour ça d'ailleurs, au niveau de WaterAid, la question de genre est éminemment importante, parce qu'on a dit, tant qu'on ne déconstruit pas cela, ou en tout cas qu'on transforme ces relations-là, la problématique de l'eau restera entière, parce qu'on n'aura pas donné la place qu'il faut aux femmes, comme on n'aura pas donné aussi peut-être la place qu'il faut aux villageois, villageoises, aux personnes, aux sociétés, aux communautés de base, parce que peut-être c'est les décideurs qui vont décider où mettre. Et par exemple, on a une expérience très intéressante au Burkina Faso, où, comme vous le savez, la question des changements climatiques, de l'adaptation au changement climatique est une question vieille question qui a été abordée depuis des années. Et il y a eu beaucoup de plans d'adaptation, beaucoup de discussions. Ça continue d'ailleurs avec les COP qui se tiennent. Mais en visitant les communautés, on se rendait compte qu'elles étaient touchées par ces changements-là. C'est soit trop d'eau, les inondations, donc on bouge, ça gâte les cultures, ou bien peu d'eau. Donc on n'arrive même pas à faire les cultures dont on a besoin, on a soif, donc on se déplace aussi. Ou bien c'est des conflits, parce que vous avez les pastorales avec qui ont leur bétail et tout, qui ont besoin de l'eau, et puis les agriculteurs, et ça fait des problèmes avec la transhumance. Donc, ce qu'on a initié, c'était de dire, OK, cette question, la gestion des ressources en eau est absolument importante au niveau de l'adaptation au changement climatique. Donc, on a dit, on va faire un programme qui va appuyer les communautés elles-mêmes à comprendre cette ressource, sa disponibilité, ses fluctuations, les quantités qu'il y a. Et donc, quand elles auront cette technicité-là et qu'elles pourront recueillir les différentes informations à partir des données que ces populations elles-mêmes ont collectées, on avait des hommes et des femmes de différents âges qu'on a formés. Donc, elles traçaient, chaque jour, elles mettaient, le responsable ou la responsable mettait la donnée du jour. Tant de quantité, le niveau de l'eau, c'est ça, etc. Et à la fin du mois, il y a une courbe. Donc, il y avait des discussions avec les ingénieurs de WaterAid, un collègue qui gérait ce programme-là, autour de cette courbe. Pourquoi elle était comme ça? Qu'est-ce qu'il expliquait? Il y a des moments, il y a des pics par l'observation déjà. Donc, des discussions se sont faites autour de si c'est à ces moments-là qu'on a un niveau d'eau plus élevé dans le forage, voilà les usages qu'on pourrait en faire. Parce qu'on a discuté les différents usages aussi. Et que tous ces usages se valent. Donc, la communauté elle-même décidait à quel moment, effectivement, on pouvait se permettre de faire différents usages. Et à quel moment, non, c'est le strict minimum, etc. Donc, cette technicité, ça demande beaucoup d'investissement de temps, de leur temps à eux,
qu'ils n'ont pas toujours, malheureusement, parce qu'ils sont dans des stratégies de survie. Totalement. De notre temps à nous, parce que souvent, on vient faire une visite, on fait une réunion, on a recueilli et puis on retourne. On repart. Donc ça, c'est ce temps d'investissement pour comprendre, pour discuter et pour décider ensemble qui permet de faire les changements nécessaires dans la question. Donc ce programme-là, c'est un programme dont je suis quand même fière parce que ça a évolué jusqu'à ce que cette expérience qu'on a faite en Afrique de l'Ouest et qui était basée au Burkina mais qui rayonnait dans les différents pays, notamment du Sahel, WaterAid Australie, les collègues de WaterAid aussi ont demandé, parce qu'ils ont aussi des problèmes, il y a des zones arides là-bas, ont demandé à ce que cette expérience-là soit partagée avec. Vous voyez, donc là c'est le Sud qui est allé. Totalement. qui est allé. Au nord, entre guillemets, on s'est compris. Voilà, pour justement partager une expérience positive. Et donc voilà, pour moi c'est ça en fait. Mais ça demande, comme j'ai dit, beaucoup d'investissement, de temps. C'est pas l'argent. De temps des populations. Donc il faut les mettre dans les conditions de cela. C'est-à-dire que si les gens sont dans des stratégies de survie, d'autodépense, comme on dit, quotidienne, bon, on est à la réunion, mais on n'a pas le temps. Non, clairement. On va prendre un rôle, mais on ne va pas le faire correctement. Donc, il faut donner à cette communauté les moyens de pouvoir voir que ce programme de développement apporté ou appuyé par une ONG ou n'importe quel organisme ou même par comment on appelle ça, un programme gouvernemental, ONG. Programme gouvernemental, une bonne volonté tout simplement, que ce programme-là va apporter un plus en transformant de manière positive une réalité qu'elles sont en train de vivre. Pour rester sur cette question du genre, de la décision du côté politique et de cette décision communautaire, parce que ce que j'entends, on sait que même si les femmes sont au centre, elles ne prennent pas la décision, d'arriver à repositionner la communauté dans son entièreté sur la répartition du besoin d'eau, ou en tout cas de l'usage qui sera fait de l'eau là. Est-ce que est-ce que le fait d'être femme, a pu vous créer des soucis pour ces prises de position-là, dans ce travail-là, dans ces communautés-là? Est-ce que le fait d'être une femme a pu être un problème pour vous? Je pense que c'est parce que j'ai été de la gauche, parce que j'ai reçu une formidable formation de cette gauche-là, où la confiance en soi, la fermeté et le désir d'avoir des résultats tangibles pour les hommes et les femmes qu'on est en train d'appuyer, qui ont le droit à une vie saine, à un épanouissement comme tout le monde. Je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon travail, parce que il y a eu des non négociables pour moi. Et sur ça aussi, il y a une petite anecdote. J'étais allée au Burkina. Bon, bien sûr, il y a des traditions. Je pense qu'il y a maintenant une façon d'aborder ces traditions qui crée les inégalités criardes entre les hommes et les femmes, parce que, bon, au nom de la culture. J'étais au Burkina, je visitais les programmes de notre équipe au niveau de ce pays. Et donc, on est allé dans un village et toutes les femmes étaient assises, très éloignées. Elles étaient assises d'un côté et très éloignées du cercle de décision. Et les hommes étaient là. Et nous aussi, on nous avait mis nos chaises pour qu'on soit en face de ces hommes-là, parce que peut-être c'est à eux qu'il fallait parler. Et j'ai posé la question, parce que WaterAid n'intervient pas directement. On appuie des organisations, des ONG nationales, des fois même des organisations à la base, communautaires de base, OCB. Et c'est à travers l'appui qu'on leur donne, ce sont ces organisations qui ont le lien direct avec les populations. Donc j'ai demandé à celle qui s'occupait de ce
programme, de ce projet-là, j'ai dit, qui est de l'ONG nationale, je lui ai dit, mais pourquoi elles sont toutes assises de l'autre côté? Et le dispositif qu'il y avait, pourquoi ça? Alors, elle a demandé, déjà, pour moi, elle aurait dû avoir la réponse, mais elle a demandé, pour quelqu'un qui est une animatrice dans ce projet, mais elle a demandé et on lui a dit que, en fait, d'un point de vue culturel, c'est ça. Les femmes doivent être un peu très distantes des hommes. Et bon. J'ai dit d'accord, donc comme moi je suis femme, je vais aller de l'autre côté. Exact. Et je me suis levée et j'allais de l'autre côté et ils ont dit, c'est les Morés, ils ont dit à Morée, mais non, elle ne peut pas aller là-bas. Parce que elle, c'est la directrice régionale de WaterAid. J'ai dit oui, mais c'est une femme. Aussi. Et je crois que ça a fait rapidement réfléchir les responsables, les doyens de cette communauté, que non, ça allait être... Ils ont dit oui, maintenant, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Donc, vous voyez, c'est possible de changer. C'est-à-dire que... Mais malheureusement, parce que nous-mêmes, nous sommes moulés dans une certaine culture, nous reproduisons ces inégalités. C'est normal pour nous. Oui, les inégalités et même les oppressions subies de part et d'autre. C'est normal. Oui. Donc, certainement, les personnes qui suivaient ce projet-là, c'est comme ça que ça fonctionnait parce que c'est comme ça. Donc, pour moi, non. Si on veut... C'est comme ça, mais on sait que c'est pas bien parce que si on parle de l'accès à l'eau, l'hygiène, l'assainissement dans un village, au niveau d'une communauté, mais c'est les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux. Totalement. Donc, on ne peut pas, et on ne peut pas dire dans nos analyses que oui, bon, les femmes sont au centre du jeu, pendant que quand on vient discuter, elles sont très éloignées du centre. Donc, mais bien sûr, cette anecdote, je pense, nous permet de tirer beaucoup de leçons sur d'abord comment on travaille et comment on déconstruit les mentalités, les façons de voir, parce que, et c'est aussi, je chahutais souvent à mes collègues, je leur disais, vous êtes des fonctionnaires du développement, des ONG, quoi, parce que c'est comme des fonctionnaires, je fais mon travail, bon, je veux pas, je n'ai rien contre, mais c'est comment l'administration de mon expérience à travers différents pays, comment elle fonctionne un peu cette relation. Elle est dans le commandement. Voilà. Dans le commandement, dans la décision, dans c'est moi qui ai l'expertise, le vertical. Alors que, comme j'ai dit, il n'y a pas une personne qui n'a pas quelque chose qui peut être utile à la communauté, à l'ensemble. On en a, nous, qui avons fait l'école. Mais des fois, les communautés savent plus et mieux que nous sur certains aspects. Aujourd'hui, on a ces années passées, cet investissement, ce développement, cette approche communautaire que tu as, etc. On a le travail, le réel travail que nous pouvons même voir sur l'eau. Par contre, ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a des pays, que ce soit la Guinée, que ce soit le Libéria, ou même dans certaines zones du Sénégal, on a encore des difficultés. Quand je vois ce qu'il y a d'eau en Guinée, parce qu'on parlait d'eau tout à l'heure, quand je vois ce qu'il y a d'eau en Guinée, une fois, je suis tombée sur une mission en Guinée où je me suis retrouvée pendant 5 jours quasi non-stop où il pleuvait. Je ne savais pas que c'était comme ça la pluie. Moi, je suis du Sénégal, je suis de Saint-Louis là-bas, on ne connaît pas ces pluies-là. Mais ces pays, c'est un abus. Désolé, il n'y a aucun jugement dans ce que je suis en train de dire. N'ont pas d'eau potable. Ou, en tout cas, c'est des zones extrêmement privilégiées qui peuvent bénéficier de l'eau. J'ai fait le Libéria aussi, il n'y a même pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est tout le temps comme ça. Pareil au Sénégal, je vis dans un quartier qui est censé être plus ou moins résidentiel, il n'y a pas d'eau. Comment se fait-il qu'avec tout ce qu'on a comme perte d'eau, tout ce qu'on a comme cours d'eau, tout ce qu'on a comme forêt dans certains de ces pays, parce que je ne reste pas centrée sur le Sénégal, qu'on ait encore des soucis d'accès? C'est révoltant. Parce que je pense qu'on a tout, on a suffisamment d'eau en Afrique. Mais vous savez, c'est quelle politique on met en place.
comment on voit les priorités qu'on se donne. Et c'est ça qui est frustrant parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Comment comprendre que la Guinée, qu'on dit être le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, qu'il y ait des zones, des populations qui ne peuvent pas avoir accès à l'eau potable. Que vous allez dans le Ferlo ou ailleurs, dans certaines zones de notre pays, ou au Burkina, c'est la même chose. J'ai été au Congo dans le cadre d'un programme de Oxfam, même chose. Il pleut encore plus là-bas. Et que vous avez des ONG doivent venir, des ONG internationales doivent venir pour aider ces populations à accéder à l'eau potable, alors qu'il y a. Donc, ça revient à mon avis, la volonté politique. Oui. Mais aussi, ça revient à c'est où est-ce qu'on met les priorités. Parce que si vous analysez bien, si vous regardez la question de l'eau, elle a un lien avec la santé. Totalement. Elle a un lien avec l'éducation, l'environnement, etc. Donc, on s'est rendu compte dans les programmes d'appui aux écoles au Ghana, où il y avait un taux de déscolarisation, ou en tout cas d'assiduité très très faible, en les aidant à avoir un forage, de l'eau, et avec des robinets, des toilettes, jeunes filles, jeunes garçons, ça a changé. Ça a évolué positivement parce que, tout simplement, où on le met dans le village, la communauté, donc il n'y a plus besoin d'aller plus loin pour aller chercher de l'eau, mais aussi à l'école, on peut faire le petit jardinage pour pouvoir, pour les écoles qui avaient des cantines, utiliser ce qui était produit pour nourrir les élèves. Il y avait des latrines séparées qui permettaient aux filles, quand elles avaient... En période de règles. Oui, de période, elles pouvaient, parce qu'elles restaient à la maison. Oui, elles ne venaient pas à l'école. Elles ne venaient pas à l'école. Donc, mais parce qu'elles partageaient la même latrine, une qui n'était même pas qui n'était pas propre, bon. Donc, elles restaient à la maison parce qu'elles avaient honte. Mais quand on a créé ces latrines pour les filles, les latrines pour les garçons, on a vu. Et de qualité. Exact. Y compris le miroir, parce que ça, c'est pour qu'après, elles puissent se mirer et savoir que ça va, il n'y a pas de problème. Tout est propre. Tout est net, je peux repartir dans la classe. Parce que souvent aussi, et ça, c'est aussi une frustration que j'ai toujours eue et que j'ai toujours dit à mes équipes, quand on doit appuyer des communautés à avoir des latrines, à avoir de l'eau, il faut que ça soit la qualité. Pourquoi on va faire sommaire? Parce qu'il y a un problème de coût. Il faut pour que les gens et ces personnes-là ont les mêmes droits, la même dignité que nous. Là où on pense que, bon, si ça, je ne voudrais pas utiliser cette latrine-là parce que, bon, c'est vraiment, il n'y a pas tout le nécessaire, ou bien le confort. Il faut y penser. Et pour ça, d'ailleurs, nos programmes en Asie du Sud, je pense, sont les meilleurs programmes parce que vous allez visiter les latrines communautaires qui ont été installées. Vous allez ici dans une maison d'une grande bourgeoise ou d'une petite bourgeoise, peut-être vous avez trouvé même que c'est plus joli. Oui, c'est important. Nous sommes d'égale dignité. Et c'est important de ne jamais oublier que nous sommes d'égale dignité. Voilà. Et je pense que quand on a ça à l'esprit, quand on respecte ça, quand on se bat pour ça, on a une motivation qui est entretenue. Maintenant, il y a des difficultés. Mais je pense qu'il faut que nous nous battions pour que nos États, qui ont la responsabilité de cela, de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et l'assainissement pour tous, investissent les moyens nécessaires, mais au-delà et les politiques qui permettent vraiment qu'il y ait, qu'on restaure la dignité des femmes, des filles par rapport à cette question, leur responsabilité leur soit reconnue, mais aussi juste qu'il y ait une égalité et une équité
Totalement. Que c'est pas seulement Dakar et certains quartiers de Dakar qui vont avoir de l'eau, mais quand vous allez à Yeumbeul, bon, on n'a pas besoin du robinet mbed jusqu'à présent. Voilà. Exact. Et quand vous allez dans le Ferlo, la chambre à air. Et la chambre à air. Oui, l'image est quand même assez incroyable. Ouais. Il y a une légende populaire, je vais appeler une légende populaire parce que je n'en connais pas la source, peut-être qu'elle est réelle, qui dit que dans les problématiques d'accès, il y a un exemple qu'on donne dans toutes les ONG, dans les problématiques d'accès à l'eau, quand on ramène des fois le robinet au milieu du village, les femmes le désertent. Parce qu'il y a aussi quelque chose dans cette quête d'eau qui leur permet d'avoir ce moment où elles sont contre elles, où elles passent du temps, où elles peuvent régler un certain nombre de problèmes. Et moi, à chaque fois que cette légende revient, je pense à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est d'avoir cette présence d'esprit, de penser les solutions depuis le milieu dans lequel nous sommes en train d'intervenir. Par contre, j'aimerais bien savoir si c'est juste une étude de cas, que j'appelle moi une légende populaire, ou ça a réellement existé, on s'en rend compte quand on travaille sur ces questions d'eau-là. On s'en rend compte. Je m'en suis rendu compte dans un de nos pays, je pense même que c'était au Libéria, où effectivement quand on discutait avec les hommes et les femmes, c'était pas seulement un village, c'était un pôle de village, et donc on faisait la discussion sur où est-ce qu'il faut mettre le puits forage, comment est-ce là. Et après, bien sûr, chaque fois que je vais dans ces visites-là, j'ai toujours mes moments avec les femmes. Et donc, je discutais avec certaines des femmes et tout, et elles m'ont expliqué qu'en fait, c'est un échappatoire aussi. Exactement. Et de leur bouche, une d'elles m'a dit, mais ça nous permet d'être relax un peu, d'être entre nous. C'est comme quand les gens vont faire le linge au fleuve. Les filles ou les femmes vont. Cependant, je pense qu'il faut, bien sûr, la décision doit être leur décision, mais je crois que il faut leur montrer que oui, elles ont besoin de ces moments-là. Oui, elles n'ont pas ces moments-là, et que peut-être le fait d'aller loin pour chercher de l'eau. Mais c'est de aussi leur montrer tout le coût. Santé, temps, énergie, que le fait d'aller aussi loin pour chercher de l'eau a sur elles. Est-ce que le coût, aujourd'hui, il y a le coût d'un côté, mais il y a aussi le poids. Le poids de la famille, en tout cas le poids de ce qu'on attend d'elle, de la pesanteur sociale, d'un autre côté. Et je pense que des fois aussi l'approche, pour moi, c'est de repenser le modèle social. Je crois que c'est un combat un peu trop long, mais à chaque fois que ce cas-là revient et j'arrête pas de penser ça, je dis, quelle est la conception du ménage, de la maison, de la famille qui fait que je préférerais marcher 5 km, aller chercher de l'eau, 5 km retour, plutôt que d'avoir un robinet chez moi. Et je pense que c'est un des trucs qui reste en fond, en tout cas en ce qui me concerne, beaucoup, sur le poids qui pèse sur les épaules des femmes en termes de poids social, le poids de la famille, tout ce qui est attendu d'elles en termes de voilà, ça c'était mon réflexion personnelle sur cette... Qui est magnifique, sur cette question. Et que j'apprécie. Et je suis d'accord. Je pense qu'il faut effectivement repenser les sociétés dans lesquelles nous sommes. Il y a énormément de positifs là-dedans. Je vous ai tantôt parlé de cette femme qui a divisé son crédit. C'est magnifique. Mais je pense aussi, il faut, et ça c'est pas, quand on travaille sur l'eau, on ne doit pas l'ignorer. Quand on travaille sur l'éducation, on ne doit pas l'ignorer. Je pense dans tous les programmes de développement, on doit intégrer comment changer, transformer les relations qu'il y a entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons, les différentes castes qu'il y a dans une société où c'est donné à certains vont prendre la décision, etc. Mais ça, vous le faites progressivement. Et je disais tantôt dans la première partie de la conversation, la nécessité d'investir du temps. Et je crois qu'aussi c'est ça un peu qui manque, parce que c'est ça qui était aussi la force de la gauche, c'est qu'on investissait beaucoup de temps à travers des associations sportives et culturelles, à travers les débats qu'on faisait, à travers
le travail de vacances, parce que en tant qu'étudiante, nous allions dans des villages faire un travail de vacances. Donc, ça doit aller. Je pense que ce travail-là, il doit continuer. Ce travail de vraiment montrer que c'est un plus pour la famille, pour les enfants, quand vraiment on est dans une relation d'égalité et de respect. Oui. Mais cela, je pense qu'il faut, les programmes de développement, s'ils sont bien conçus, aident aussi à le faire en mettant un accent pas seulement sur les femmes, mais sur les femmes et les hommes. Oui. Je vais encore vous donner une anecdote sur ça. Il y avait un programme des femmes en milieu urbain dont je m'occupais, que j'avais aidé à mettre en place. Et il y avait certaines de ces femmes-là commençaient à avoir, quand on avait des séminaires, certaines des femmes commençaient à avoir des problèmes avec leur mari. Parce que des fois, il fallait rester toute une journée, quitter là où on habite, aller dans un autre lieu. Et certaines m'ont posé le problème en disant que oui, bon, on commence à avoir vraiment... Donc, parce qu'on avait avant, un des aspects de ce programme-là, c'était de discuter aussi avec les maris, les pères des femmes leaders qui avaient été choisies par leur père pour diriger, pour les représenter. Mais cette discussion n'avait pas suffi. Donc, des fois aussi, il y avait un peu de jalousie, cette femme qui partait, qui venait avec des connaissances, qui recevait, qu'on aidait à... Comment expliquer? Donc, ce que j'ai fait, j'ai organisé une rencontre et j'ai invité mon mari. Que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Qui était dans le développement, et à l'époque, il était même, je pense que c'était quand il était aux Nations Unies, mais il était de passage à Dakar et je lui ai demandé de venir à une réunion où on avait invité que les maris de ces femmes-là. Et donc, pour que lui, il explique la relation qu'il y avait entre nous deux, comment on fonctionnait et tout, et quel est le plus ou le moins que cela avait. Non seulement à bâton rompu cette conversation, et le fait de le voir lui venir, les autres hommes se sont dit, mais si lui il peut faire ça, pourquoi pas nous? Exactement. Et je crois que ça a fait un déclic chez certains de ces hommes. Je ne peux pas dire tous, puisque après je ne suis pas allée dans les détails pour voir, mais celles qui avaient des problèmes m'ont immédiatement dit, mais cette réunion a transformé mon mari, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas contre lui, cette activité que je suis en train de faire, cette ouverture que je suis en train de faire, ça revient au niveau de la famille. Et c'est sa famille. Donc, il y a un gain pour lui aussi, un gain pour ses enfants. Et il y a un droit, en tant qu'être humain, donc, pour dire que je pense qu'il faut être très naïf en pensant que bon, si on fait des programmes économiques comme ça, non, il faut que ça aille avec ce travail de déconstruction de cette vision très marginale des femmes qui pensent que bon, l'autorité doit rester aux hommes. Je pense que c'est une responsabilité partagée. Mais on a du temps encore pour arriver là, parce que je crois que les femmes elles-mêmes, des fois, sont aussi un problème. Oui. Oh, oui, il faut qu'on l'accepte, parce que c'est une réalité que nous vivons, que nous voyons, parce qu'elles-mêmes reproduisent les mêmes schémas, elles-mêmes renforcent les stéréotypes de genre. Mais je crois que c'est une problématique que nous connaissons, en fait, dès qu'on s'intéresse un temps soit peu aux questions des femmes en général, on les rencontre. Mariam, nous arrivons à la fin, parce que ceci est une conversation féminine aussi. Et je finis toujours en posant deux questions. C'est, considères-tu être à ta place, avoir été à ta place pendant tout ce parcours-là, et aujourd'hui, considères-tu être à ta place? Je pense que oui. Je pense que ma place, depuis que je suis, la façon dont on m'a éduquée, c'est d'être utile aux autres. Oui. Et de
d'apprendre des autres, de se renforcer par les autres. Et c'est comme ça, toute mon expérience, qu'elle soit l'expérience politique, qu'elle soit l'expérience professionnelle, sociale, c'est comme ça. Donc, dans tout mon parcours, j'ai été dans cette dynamique de comment je peux être utile, comment je peux contribuer à la construction de relations justes, équitables, à valoriser l'individu, qu'elle ne se sente pas sans ressources, qu'elle sache que le potentiel, il y a un énorme potentiel en chacune de nous, et surtout les femmes. Parce que je crois que pour moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu le papa que j'ai eu. Oui. Bon, qui n'a jamais fait de différence entre ses garçons et ses filles et qui nous a ouvert toutes les opportunités, qui m'a beaucoup aidé aussi dans le cadre du travail dans le développement, parce que lui-même il y était. Au mari que j'ai eu, que j'ai connu dans le militantisme politique, qui m'a énormément appuyé, avec lesquels on a construit des relations de respect mutuel et d'égalité. Donc, je pense que c'est ça que j'ai essayé de reproduire en l'adaptant au contexte dans lequel j'étais, en montrant à mes collègues déjà que je dirigeais que c'est pas... J'apprends beaucoup de mes jeunes collègues ou des collègues qu'on dit juniors parce qu'ils viennent de commencer. Parce qu'il y a des choses qu'ils connaissent, soit sur le plan technique, soit sur le plan à partir de leur vécu, de leur propre expérience, que je ne connais pas. Donc, je me renforce en les... Donc, c'est la relation que j'ai toujours établie. C'est la même chose dans ma relation avec des personnes, que ce soit dans les associations de quartier. Maintenant, je ne veux pas rester seule en devenir. Je suis retraitée. Oui. Sur le plan professionnel, je suis retraitée depuis le 31 mars de cette année. Oui. Mais pour moi, la vie continue. Mon engagement va continuer sous diverses formes, à appuyer les organisations à la base, notamment en Afrique de l'Ouest, y compris dans mon Fouta natal. Ndeye Marie Fall dit qu'elle est en jubilation. Elle n'est pas à la retraite, elle est en jubilation. Parce que ça vient d'un terme espagnol, que jubilación, et donc elle dit qu'elle est en jubilation. Et que c'est quoi ce terme français d'être à la retraite et d'attendre la mort? Et Mariama Touré, quand je l'appelais pour prendre rendez-vous avec elle pour enregistrer un épisode, à chaque fois, elle dit que je suis à la retraite, que je profite. Donc, je comprends ça. Et c'est super important de pouvoir continuer à faire ce que tu aimes. Et la dernière question, qui est celle que je pose à tout le monde et qui me vaut toujours en règle générale on va dire une reformulation, ce sera au choix. On est en 2023 et si tu avais 20 ans cette année, qu'aurais-tu aimé faire, savoir, connaître, refaire, défaire, déconstruire, construire, je ne sais pas. On est en 2023, si tu avais 20 ans cette année, qu'aurais-tu aimé faire ou savoir? J'aimerais savoir pourquoi il y a eu un désintéressement de la chose politique ou qu'elle est faite différemment. Pourquoi aujourd'hui? Ça, c'est par exemple, et découvrir les outils nouveaux qui permettent de véhiculer le savoir. Si j'avais 20 ans en 2023, j'aurais aussi aimé repenser comment nous avons fait le travail, les approches que nous avons eues dans le cadre du développement, dans le cadre de l'appui aux communautés, mais aussi juste pour une société plus juste. Parce que toutes les femmes que vous avez citées se sont engagées c'est des féministes, c'est des personnes qui sont engagées pour l'égalité homme-femme, mais bon, here we are, comme disent les Anglais, on voit que c'est toujours... Donc je pense que j'aimerais, si j'avais 20 ans aujourd'hui, repenser tout ça. Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que nous avons omis de voir, de comprendre, de faire?
Mais aussi, c'est de voir que on est dans un monde différent et que la question de la diversité, encore une fois, pour moi, est importante. Il faut s'enrichir de la diversité tout en étant soi-même, avoir cette confiance. Pourquoi nous, notre génération et la génération d'avant, nous avons pu vraiment cultiver, développer cette confiance en soi qui existe aussi au niveau de la génération d'aujourd'hui. Mais il y en avait beaucoup plus à l'époque, je pense, qu'on le voit aujourd'hui. Pourquoi on est si porté sur ce qu'on voit de l'extérieur, l'habit qu'on porte, le maquillage qu'on a fait. Bien sûr, il faut se faire belle. Ah oui, je suis d'accord. Mais ce n'est qu'un aspect. Exact. Et pourquoi aussi aujourd'hui, on a un langage qui n'est pas empreint de respect de l'autre. Totalement. Où on n'a pas suffisamment d'humilité, quel que soit ce qu'on sait, ce qu'on est, ce qu'on fait. Donc tout ça, j'aimerais bien pourquoi? Parce que je dois dire que ma génération, on a eu moins de problèmes pour ça. Mais c'est de rêver aussi un monde de dire, malgré toutes les difficultés, je pense que ici et maintenant, on peut faire les choses différemment, mais ça demande énormément de travail et d'engagement, de don de soi. Clairement. Merci beaucoup, Mariam. Merci d'avoir accepté de participer à cette conversation. Merci à WaterAid pour la mise en relation, pour la production et la réalisation de cet épisode-là. Merci beaucoup. Je suis Zoubida Fall et j'avais le plaisir de recevoir Mariam Dème autour d'une conversation. Merci beaucoup. Merci Zoubida.